Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Lilou, étudiante en DUT Génie biologique, option diététique, qui est en stage avec moi depuis maintenant 3 semaines, encore pour 2 semaines. Parce que j'ai aussi une salle de sport, je ne fais pas que des vidéos YouTube avec des élastiques. J'ai une salle de sport VP Training Club, c'est un studio de coaching sportif. Je vous mets la page Instagram. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous avez pu nous poser sur le compte Instagram VP Coaching, sur le compte Instagram VP Training. Donc, première question, on attaque directement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de repas simple, rapide et équilibré? Alors, un repas équilibré, il est composé de plusieurs composantes. On va déjà commencer par une crudité qu'on va assaisonner avec des huiles végétales. Ça peut être l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, qui sont des huiles assez intéressantes parce qu'il y a beaucoup de vitamine E, qui est un antioxydant. Donc, dans le cadre d'une pratique d'activité physique, c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir besoin d'une source de protéines. Donc, les protéines, on va les retrouver dans la viande, les œufs, le poisson. On va aussi avoir besoin d'une source de féculents, donc de glucides, de pâtes, de riz, et aussi une source de légumes pour un bon apport en fibres. Après, il est intéressant de prendre un laitage. Ça peut être soit du fromage, soit un yaourt, et puis on termine par un fruit pour un apport de fibres. Super. Et si jamais on n'a pas le temps? Si jamais on n'a pas le temps, vu que les beaux jours arrivent, on peut se faire une salade composée. On prend une base de féculents, de pâtes, de riz. On va rajouter des crudités pour apporter des fibres, une source de protéines, donc on va apporter par exemple des dés de jambon, et puis pour le laitage, du fromage, on prend un petit fruit dans sa poche. Super. Deuxième question, quelles sont les choses à vraiment éviter de manger? Il n'y a pas réellement de produits à éviter de consommer, mais de manière générale, il est important de limiter les produits ultra transformés. En effet, les produits ultra transformés ils sont issus de l'industrie agroalimentaire, donc ils ont subi de nombreuses transformations physico-chimiques, donc ils ont perdu des fibres, ils ont perdu les potentielles vitamines présentes, et aussi les industriels rajoutent du sucre et des additifs pour augmenter la conservation, mais également le goût du produit. Le réel problème n'est pas le fait de consommer des produits ultra transformés, mais plutôt la fréquence à laquelle on les consomme. Les consommer dans le cadre d'une alimentation saine, équilibrée, avec une activité physique régulière, ça pose aucun problème et ça ne mettra pas en jeu notre santé. Super. Et est-ce qu'il y a des astuces pour repérer ces produits ultra transformés? Il existe plusieurs astuces. Tout d'abord, lorsqu'on regarde la liste des ingrédients, lorsqu'il y a plus de 5 ingrédients, on peut déjà commencer à se poser des questions. Et puis, quand il y a des ingrédients qu'on ne peut pas nous-mêmes acheter dans les magasins, comme par exemple des additifs avec les E109, E203, là, il faut vraiment commencer à réfléchir. De plus, les produits ultra transformés, ils ont souvent beaucoup d'emballage et il y a un gros travail de marketing qui a été fait dessus. Donc ça, c'est des astuces assez pratiques. Et puis sinon, il existe des applications qui permettent de les repérer. Et une application que je peux vous conseiller, c'est Open Food Fact. Et c'est très intéressant. Ils ont également un site internet. Et le Nutri-Score, est-ce que c'est utile? Le Nutri-Score, il faut savoir qu'il est basé sur un calcul. On attribue à un aliment des points positifs et des points négatifs. Et ensuite, on va faire la soustraction des points positifs et négatifs. Et en fonction du score obtenu, plus le score est faible, plus l'aliment est dit sain. Et plus le score est élevé, plus l'aliment est dit néfaste. Il est important de préciser que cette méthode de calcul, elle n'est pas forcément adaptée à tous les produits. En effet, les produits gras comme le beurre, l'huile, ou d'autres aliments vont avoir un Nutri-Score mauvais avec la lettre E, et pourtant ce n'est pas des aliments qu'on doit bannir de notre consommation, donc il faut vraiment faire attention aux produits concernés. Ouais. Par exemple, le Coca Zéro va avoir un meilleur Nutri-Score que l'huile d'olive. Voilà, par exemple, ça c'est totalement intéressant. Ok. Nouvelle question, alimentation et sport. Où vaut-il mieux manger avant ou après le sport? De manière générale, on conseille de manger 3 heures avant l'entraînement. C'est simplement pour des raisons physiologiques. Lorsqu'on digère, notre corps utilise des nerfs qui vont stimuler notre digestion. Et les nerfs utilisés pour la digestion ont des actions opposées et non compatibles à ceux utilisés pour pratiquer une activité physique. Et pendant l'effort, notre corps va rediriger le flux sanguin, le sang, vers les muscles qu'on utilise, d'où la congestion. Et souvent, on va chercher le sang dans l'estomac, dans les intestins, pour le rediriger vers les muscles. Du coup, après l'entraînement, il vaut mieux manger dès qu'on peut pour reconstituer tout simplement ses réserves de glucides. Et après, tout ça, évidemment, ça dépend de chacun, de la tolérance que chacun a.
Le mieux c'est de tester, soit un entraînement en ayant mangé, un entraînement sans avoir mangé avant pour voir ce qui nous correspond. Moi d'expérience, je sais qu'il y a des gens, s'ils ne mangent pas avant une séance, ils risquent de faire un malaise pendant la séance. Et à l'inverse, il y en a, s'ils mangent avant une séance, ils risquent de vomir pendant la séance. Donc vraiment, il faut tester et voir ce qui nous correspond. Question qui va avec celle-ci. Que manger avant une séance de sport? Avant une séance de sport, déjà c'est en fonction de la tolérance de chacun, encore une fois. Si on n'a pas envie de manger, on ne mange pas. Et si on a besoin de manger, on mange en prenant en compte la digestion. Mais on peut prendre une collation, par exemple un fromage blanc, un petit suisse accompagné de muesli qu'on a fait soi-même ou qu'on achète dans le commerce en faisant attention à sa composition, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop gras. À partir de 12% de lipides, il faut faire attention. Et puis également par rapport au nombre de glucides ajoutés, il ne faut pas que ça dépasse un tiers des glucides totaux. Et pour un exemple un peu plus pratique, on peut simplement prendre 2 tranches de pain complet dans lequel on met du jambon et du fromage. C'est pratique à emporter et beaucoup plus rapide à consommer. Qu'est-ce que les alicaments? Les alicaments, c'est simplement la contraction du mot aliment et médicament. Et en fait, les alicaments, c'est des aliments qu'on consomme dans la vie courante et qui, en plus d'avoir un intérêt nutritionnel, ils ont des vertus thérapeutiques. Par exemple, les oléagineux, ils vont apporter des protéines, des lipides avec des acides gras polyinsaturés qui sont intéressants pour la santé. Il existe 2 catégories d'alicaments, les alicaments dits naturels, donc on va retrouver dans les végétaux par exemple les noix, et les alicaments industriels. Donc là par exemple ça va être les probiotiques. Les probiotiques c'est des micro-organismes, des bactéries qui lorsqu'ils sont apportés en quantité suffisante confèrent un bénéfice sur notre santé. Les probiotiques on peut en acheter en pharmacie, mais il existe également présent naturellement dans certains aliments comme les laits fermentés. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'orthorexie. Une personne orthorexique est une personne qui adopte un régime alimentaire poussé à l'extrême et qui va consommer des aliments seulement pour leur intérêt nutritionnel et non pas par plaisir. Et consommer des aliments non purs, ça provoque chez eux une angoisse et donc il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dedans. Est-ce que la consommation d'alcool peut s'intégrer dans une alimentation équilibrée? Alors évidemment, je ne vais pas vous conseiller de consommer un verre d'alcool par jour. En revanche, consommer occasionnellement un verre d'alcool entre amis ou lors d'une soirée, c'est pas du tout contre-indiqué dans une alimentation équilibrée, tant que ça reste occasionnel. Et après, attention, juste avec l'alcool, 1 gramme d'alcool c'est 7 calories, là où 1 gramme de glucides c'est 4 calories, 1 gramme de protéines 4 calories et 1 gramme de lipides 9 calories, sauf que l'alcool n'apporte pas de nutriments. Il est important de prendre en considération que l'alcool apporte 7 kilocalories et que contrairement aux lipides, l'alcool il ne peut pas être stocké, donc il est obligatoirement éliminé par notre organisme, donc à défaut des glucides et des lipides qui, pendant que l'alcool va être éliminé, eux vont être stockés dans notre organisme. Ensuite, on va parler alimentation et sommeil. Qu'est-ce que je peux manger le soir pour mieux dormir? Déjà, avant de parler nutrition, il est important de connaître les petites astuces pour faciliter la qualité du sommeil. Déjà, se lever et se coucher à des heures régulières, ça permet de mettre un rythme et un cadre à notre sommeil. Aussi, avoir une chambre à 18 degrés pour ne pas avoir trop chaud ni trop froid et donc faciliter l'endormissement. Le fait de s'exposer à la lumière et au soleil de la journée, ça facilite les cycles hormonaux. Et puis, je pense qu'on le sait tous, mais éviter les activités dynamiques et les écrans avant de se coucher. Concernant l'alimentation, lorsqu'on consomme un repas gras, copieux, on va mettre beaucoup plus de temps à le digérer, donc ce qui peut perturber la digestion, qui peut continuer pendant la nuit. Et puis, on peut conseiller de manger des aliments à index glycémique assez bas. Ça facilite l'endormissement. Du coup, ça c'est pour les effets de l'alimentation sur le sommeil. Est-ce que le sommeil a des effets sur notre alimentation? Alors oui, un manque de sommeil favorise la prise de poids lorsqu'on dort peu. Il y a une augmentation de la synthèse de gréline, qui est une hormone qui favorise l'appétit, et puis une augmentation de la faim. Et il y a une diminution de la leptine, qui est une hormone qui favorise la satiété. Donc pour faire simple, plus on dort, mieux on mange, et moins on dort, plus on a tendance à consommer des aliments gras, sucrés, salés, en fait des aliments qui nous font envie et qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. C'est ça, souvent fatigué, on va au plus simple et ce qui, dans notre tête, nous apporte le plus d'énergie, donc le sucre. Et le gras. Autre question, pourquoi je grignote quand je suis stressé?
Alors, c'est très courant, il y a beaucoup de personnes qui grignotent lorsqu'ils sont stressés, en colère, fatigués ou qui, tout simplement, qui ressentent beaucoup de choses. En fait, le grignotage, dans ce cas-là, c'est une réponse à des émotions. Et donc, du coup, on a tendance à consommer des aliments sucrés, gras, des aliments tout simplement qui nous font envie, qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. La solution que je pourrais donner, c'est traiter le problème à la source. Par exemple, si on est fatigué, on en parle beaucoup en ce moment, faire une micro-sieste de 20 minutes, c'est assez réparateur et ça permet de régler le problème. Lorsqu'on est énervé ou qu'on n'arrive plus à travailler, à se concentrer, il suffit simplement de faire une pause et reprendre quand on se sent prêt. Et puis si jamais on ne parvient pas à se contrôler, on craque entre guillemets, on consomme l'aliment qui nous fait plaisir, mais on l'associe avec un fruit ou un laitage, histoire d'associer plaisir et intérêt nutritionnel. Ou alors, on peut aussi évacuer notre stress avec une autre activité, une activité physique où on va pouvoir se défouler ou une activité divertissante qui nous plaît. Ensuite, une question sur les protéines animales et végétales. Lesquelles vaut-il mieux consommer ? Donc les protéines, on va les retrouver dans plusieurs aliments. La viande, les œufs, les poissons, mais aussi les céréales et les légumineuses. Par légumineuses, j'entends les lentilles, les pois cassés, les fèves. De manière générale, l'OMS recommande une consommation de 50-50 entre les protéines animales et végétales, tout simplement parce que les protéines végétales comportent des facteurs limitants. Autrement dit, les protéines végétales ne sont pas aussi complètes que les protéines animales. Mais l'avantage des végétaux riches en protéines, c'est qu'ils sont également riches en fibres alimentaires et en vitamines, notamment les vitamines B. Pour les personnes qui ne consomment pas de protéines animales, il suffit simplement de varier les sources de protéines végétales afin d'avoir un apport protéique complet. Par exemple, associer les légumineuses aux céréales. Je mange régulièrement des cacahuètes. Est-ce un problème ? Je suppose qu'on parle des cacahuètes qu'on consomme à l'apéritif, qui sont des produits où on a rajouté du sel. Les cacahuètes en eux-mêmes, c'est pas mauvais pour la santé. Il y a même des apports intéressants concernant les lipides. En revanche, il faut faire attention parce que c'est extrêmement calorique. Et les cacahuètes seules ne sont souvent pas le problème, mais elles sont souvent associées avec d'autres aliments très caloriques qui vont dépasser notre total calorique journalier. Et du coup, question suivante, peut-on mal manger et perdre du poids ? Réponse rapide, c'est oui. Si on a un déficit calorique, on va perdre du poids. Par contre, on peut perdre du poids et être en mauvaise santé. Pour moi, l'intérêt, c'est plutôt de perdre du poids en étant en bonne santé. C'est quand même beaucoup mieux. En effet, le processus de perte de poids, il est assez simple. Il faut prendre en compte la balance énergétique, c'est-à-dire que si on consomme plus d'énergie que ce qu'on dépense, on va prendre du poids. Et au contraire, si on dépense plus d'énergie que ce qu'on ingère, dans ce cas-là, on va perdre du poids. Par exemple, on va dire que moi j'ai besoin de 2500 calories par jour. Si je mange 2500 calories chaque jour, que j'en dépense 2500 tous les jours, mon poids va rester stable. Si j'ai besoin de 2500 calories, que j'en mange 3000, je vais prendre du poids. Si j'en mange 3000 mais que j'associe ça avec un entraînement en musculation, je vais prendre du muscle. Si par contre j'en mange 3500 même avec un entraînement, je vais prendre du muscle et du gras. Évidemment, tout ça, c'est des exemples. Après, il faut le préciser, le détailler en fonction de chacun. On a tous des besoins différents, tous des marges différentes. Et donc, si on reprend l'exemple, si j'ai besoin de 2500 calories, que j'en mange que 2000, je vais perdre du gras et du muscle. Si j'en mange 2000 et que je m'entraîne, je vais perdre en majorité de la masse grasse. Et pour du coup répondre au est-ce qu'on peut manger mal et perdre du poids, si j'ai besoin de 3000 calories dans ma journée, que je me tape un paquet de M&M's qui fait 2600 calories, je vais perdre du poids. Par contre, je serai sûrement malade et en mauvaise santé. Donc l'intérêt, c'est plutôt de rester en bonne santé et de perdre du poids, mais la masse grasse et pas de la masse musculaire. Et dernière question, je n'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner le matin, que faire? Donc je pense que l'idée, c'est d'éviter ça. Donc l'idée, c'est d'aller au plus simple. On peut se préparer une collation qu'on emporte avec nous, par exemple des biscuits pour le petit déjeuner, une compote ou un fruit avec un yaourt à boire, ce qui nous permet de tenir jusqu'au repas du midi. C'était la dernière question pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. On espère qu'on a pu répondre à vos questions. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on vous répondra. Pensez à vous abonner et à bientôt. À bientôt.